bien sûr. Alors, je le disais tout à l'heure, effectivement, sur un plan stratégique, sur un plan immédiat, le pire problème que nous ayons, il est non pas l'islamisation de la France, mais la configuration explosive. Il faut faire la nuance. Hein. Ça veut bien dire que ce qu'il faut faire, ce n'est surtout pas désislamiser. On ne touche pas, on ne touche rien, on marche sur les œufs. On va geler la situation en douceur, de façon à ce que ça ne nous pète pas au visage. Et on va essayer de désamorcer les charges. Ce qui, par contre, demande des moyens. Ça ne va pas être facile. Comme je disais, il faut instauration de la loi martiale, application du dernier niveau de défense opérationnelle du territoire, pour lequel je veux requérir tous les policiers, gendarmes et militaires, et ce ne sera pas de la tarte. Mais ça, c'est donc pas désislamiser, c'est désamorcer. Vous voyez la nuance? Bien. Alors, quand on aborde le problème sous ce sens réaliste, hein, qui n'est pas de nous plonger dans le chaos, qui n'est pas partie prenante pour ce complot-là, on va mettre de côté ce problème-là en disant, bien, celui-ci, on va arriver à le geler et désamorcer, et nous voyons immédiatement qu'en parallèle de ce désamorçage, nous avons d'autres problèmes qui sont terrifiants, qui concernent la France et qui concernent l'humanité. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de la révolution du genre. Parce que quoi qu'il advienne de la France dans les prochaines semaines et les prochains mois, de toute façon, la révolution du genre, elle ne s'arrêtera pas. Ou nous passons à travers un chaos global terminal et ouf, et là, la révolution du genre se sera installée tranquillement en France pendant qu'on aura tous eu l'attention attirée sur le vilain chiffon rouge qui est Macron et sur cette alerte que je vous lance qui est très sérieuse. Ou nous ne passons pas à travers et ça nous pète au visage parce qu'on n'aura pas été capable de faire le nécessaire pour l'éviter. Et tout simplement, les bases ont été posées pour la civilisation du futur. C'est ça aussi sur quoi je voulais revenir, et que je crois que j'avais bien expliqué en 2015, et qu'il faut que je réexplique maintenant. Pourquoi est-ce que l'organisation occulte planétaire qui tire les ficelles et qui nous met en scène ces scénarios-là veut un chaos global? Alors bien sûr, tous les complotistes ont cette devise Illuminati à l'esprit, ordo ab chaos, l'ordre par le chaos, etc. Mais plus fondamentalement, de façon plus concrète, il faut savoir que leur stratégie consiste effectivement à mettre en chaos une civilisation quand ils ont décidé de changer de modèle de civilisation. Quand ils ont, par exemple, besoin d'apporter de très profondes réformes à un système sociétal, sur un plan technique, comme par exemple la révolution industrielle, il leur faut un chaos du type 2 guerres mondiales successives. La révolution du genre, ce n'est que la prolongation de la révolution industrielle dans cette négation de la biologie que nous appliquons nous-mêmes maintenant sur nous-mêmes, la négation de notre propre biologie, mais là non plus seulement au niveau de l'alimentation et du mode de vie, qui sert aussi à pourrir totalement la planète, et à ce que nous soyons donc totalement dépendants de l'univers industriel. Ça frappe maintenant, cette négation de la biologie portée par la révolution du genre, nous-mêmes, le genre humain. Et la révolution du genre amène en bout de course à pas seulement rendre les humains complètement détraqués, pervertis, accros du sexe dès le bas âge, avec la propagation de la pédocriminalité, etc., mais aussi à faire en sorte que, comment ils appellent ça, la GPA, la conception d'être humain artificiel, devienne la base, la norme. C'est-à-dire que dans la civilisation de demain, grâce au travail politique qui est fait maintenant pour nous imposer la révolution du genre, et ces concepts les plus épouvantables, demain, dans la civilisation dans laquelle les autres souches d'humains se réveilleront, ça sera une norme. Eux-mêmes naîtront de ces procédés-là. Eux-mêmes seront des choses totalement déracinées déjà parce qu'elles n'auront jamais été enracinées, la notion d'amour maternel n'existera plus, ils auront été conçus à travers une matrice artificielle, et ils auront été branchés depuis le début de la conception fœtale
à l'intelligence artificielle qui donc les aura formatés de telle façon ou de telle façon. Enfin, c'est un cauchemar total dont je suis en train de vous parler, mais c'est là où ils veulent en venir. Effectivement, c'est déjà le cas. Et effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la révolution du genre, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de nouveau. Ça fait au moins 20 ans qu'ils sont en train de poser les bases de la révolution du genre. Et aujourd'hui, nous constatons, à grand effroi, pour ceux qui veulent bien sortir de leur plan loisirs, télé, sortie avec les copains, Internet, etc., ceux qui veulent bien plonger dans la réalité des choses, nous nous apercevons que l'être humain est déjà en train de devenir un objet de marchandise, que l'enfant est déjà un objet de marchandise, qu'il est déjà l'objet de contrat, que ce n'est plus l'être chéri, porté avec amour par une maman, conçu dans l'amour, etc. Non, on est bien loin de tout ça. Maintenant, tout ça est si vous voulez, destiné à ne même plus être de l'ordre du souvenir, parce que la prochaine civilisation n'aura pas ces références-là. Et d'ailleurs, quand on parle de l'homme, de l'objet marchand, homme-objet marchand, je vous ramène à ce que disait Jacques Attali dans une vidéo, et j'aimerais qu'on repasse cette vidéo-là, si c'est possible, dans ce documentaire-là, parce que, en fait, vous allez tout comprendre. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Alors on ne peut pas dire que quelque chose est plus grave si on essaie de trouver un niveau de gravité. Vous me disiez tout à l'heure, pour reprendre cette question-là, quels sont les problèmes les plus graves que connaisse la France à l'heure actuelle. Alors, non pas l'islamisation bien sûr, mais le fait que la France soit une poudrière. Bien. À côté de ça, la révolution du genre. La révolution du genre, c'est absolument terrifiant. C'est le futur de l'humanité. C'est d'ailleurs, vous pouvez aussi lire un peu les protocoles des sages de Sion, ou le Nouveau Testament de Satan, écrit toujours par le même Adam Weishaupt, aux ordres de Amschel Meyer-Rothschild, l'ancêtre du, je ne sais plus quel est son prénom, du de Rothschild, qui nous dit que Macron c'est son poulain. Eh bien nous sommes exactement dans ces scénarios-là, aujourd'hui, qui sont bien en train de se développer. Donc dire que la révolution du genre est plus grave que le problème de la poudrière en France, ou que l'imminence d'une troisième guerre mondiale, etc., tout est lié en fait. Tout est lié et effectivement on ne sait pas, on a beaucoup de mal à appréhender quel serait le problème qu'il faudrait traiter. On veut attraper le taureau par les cornes, mais on a plusieurs taureaux qui nous chargent. Donc comment faire? Quel est celui qui va nous toucher en premier et nous porter le coup de grâce? Telle est la question, effectivement. Mais je dirais que toujours en prenant beaucoup de recul et en essayant de comprendre où veulent en venir ceux qui tirent les ficelles, qui nous ont donc mis en scène, ils nous ont jeté leur rejeton Macron, leur créature, le Macron, en pâture. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est qu'un chiffon rouge, je le répète, qui est là pour être le prétexte à la mise en scène du putsch, du vrai faux putsch des généraux, qui va déclencher une guerre civile de religion, qui va déclencher une troisième guerre mondiale, enfin, qui va amener à un chaos terminal de l'espèce humaine, qui va permettre la création du nouvel ordre mondial, qui va permettre l'avènement du nouvel ordre mondial qui nous est tant promis. Ce cauchemar auquel nous sommes déjà condamnés, même par les prophéties. C'est facile, vous savez, ce sont les mêmes qui écrivent les prophéties et qui déroulent leurs plans. Bref. Donc, le vrai problème, il est que nous avons affaire à une entité occulte omnipotente qui est en train de dérouler ses plans et que nous ne sommes pas capables
de comprendre cela et de faire en sorte de faire dérailler au moins un de ces niveaux de plan. Et c'est pour ça que je reviens encore avec cette idéologie de révolution. J'entends faire une révolution, non pas pour renverser Macron. J'ai bien compris que c'était un chiffon rouge qui nous avait été bazardé, là, à la tête de la nation, pour un objectif bien précis que je viens de vous expliquer. Mais ne soyons pas binaires, c'est bien Macron que je veux renverser. Mais en renversant Macron et tout le gang de malfaisants, là, on appelle ça un gouvernement, mon objectif fondamental, c'est pour ça que c'est le même projet que j'ai depuis 10 ans, il est toujours le même, de renverser une organisation criminelle qui se fait passer pour un pouvoir politique, qui est simplement là, en place, en tant qu'interface entre nous, les peuples, et cette organisation occulte planétaire qui intrigue pour nous plonger dans un chaos terminal. Et j'espère qu'effectivement, si on arrive à neutraliser l'interface du jour, c'est-à-dire Macron et son gang, puisqu'on n'y est pas arrivé ni pour Sarkozy, ni pour Hollande, et encore moins pour les précédents, j'espère bien qu'en arrivant à les neutraliser eux, on va arriver à bloquer au moins une des phases les plus évidentes du complot contre l'humanité. Vous dire que ça va se passer sans heurts et qu'ils ne vont pas exploiter une telle rébellion, une telle réaction, évidemment, ils vont tout faire pour l'exploiter. C'est-à-dire que vous imaginez que par miracle, j'arrive à convaincre les forces armées. Le miracle, en fin de compte, le problème, c'est que ça dépend de toutes les personnes qui nous écoutent. Parce que j'ai besoin de l'aide de tous les citoyens pour aller vers les armées. Je vous expliquerai ça après. Mais imaginez que mon plan fonctionne et que par miracle, je sois entendu par une grande majorité de nos concitoyens, qu'on arrive à créer une scission forte entre les armées et les forces de l'ordre, entre les armées et les forces de l'ordre et les élites qui les commandent, à faire une cassure à un certain niveau de la chaîne de commandement, de façon à ce que le gros de l'élite pourrie reste avec, et très, très visiblement avec le gros donc de l'élite pourrie, de tout le monde politique, administratif, judiciaire, etc. Et que sur base de cette scission, on arrive à renverser le Macron et donc l'essentiel de cette élite pourrie. L'animal, la grosse bête que l'on va attaquer ne va pas se laisser mettre à mort sans réagir. C'est une évidence. Donc il est clair qu'on va faire une telle opération, une telle contre-offensive, en évoluant sur cette configuration d'explosifs mis en chaîne pyrotechnique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le risque, il est énorme. Mais par contre, il n'y a pas de risque plus énorme que de se soumettre en sachant que là, on est condamné. Donc moi, je pense qu'on a une carte à jouer, que humainement, de toute façon, il faut la jouer. Parce que si on ne se rebelle pas quand on a compris qu'on est la chose des forces du mal destinée à devenir le serviteur du mal, dans une future civilisation, dans de nouvelles incarnations, on n'a pas de sang dans les veines, effectivement, et on ne mérite que ce qui va nous arriver. Donc j'espère que ce message-là aussi va arriver à porter. Donc, en résumé, vous avez bien compris quel était l'essentiel de mon intervention d'aujourd'hui. Vous faire comprendre que Macron n'est pas la vraie menace, dans le sens où il n'est pas là pour nous imposer son quinquennat et tout le package odieux qui va avec les offensives Macron. C'est un leurre. Il est là pour permettre, pour justifier la mise en place d'un putsch de généraux qui, bien sûr, va le renverser, mais je disais, ils vont le ramener gentiment à la sortie, et sur base de ça, déclencher l'offensive du projet Alfi, mettre la France à feu et à sang, au prétexte de la désislamiser. Parce que l'idéologie de désislamisation dont nous avons parlé, quand elle est portée par des politiques encravatés ex-généraux, quand elle est transposée après dans une armée qui prend le contrôle de la nation, là on passe à la phase active, le carnage. Bien.
Eh bien, Napoléon disait qu'il était, cette ordure de Napoléon, disait, Napoléon Bonaparte, et disait qu'il revenait à l'ennemi, il revenait au vainqueur d'une guerre d'écrire l'histoire. Je viens apporter à cela juste une petite nuance. En réalité, il revient à celui qui organise en coulisses les guerres, les guerres civiles, les révolutions, etc., d'en écrire l'histoire. Nuance. Donc, partant de ce concept, avec cette précision que je vous apporte, là où je veux en venir, c'est que pour le nouvel ordre mondial, pour le montage du nouvel ordre mondial après le grand chaos, il faut que les nouvelles populations humaines soient écrasées par leur histoire frelatée. C'est-à-dire que l'histoire officielle dira que c'était le peuple qui a produit ce putsch et qui a attaqué l'islam, créant donc cette guerre de religion. Ça permettra, d'appliquer la stratégie de la culpabilisation des masses. Et vous savez que quand des masses sont écrasées par la culpabilisation, comme c'est par exemple le cas avec le peuple allemand en fonction du rôle qu'on lui a fait jouer pendant la Seconde Guerre mondiale, et regardez comment le peuple allemand marche à la baguette, eh bien on en obtient ce qu'on veut. Et c'est pas, le peuple allemand ne va pas discuter la notion d'autorité, au contraire, il n'y a rien à faire. Ils sont totalement formatés. Donc, en écrasant bien les populations futures, les survivants du grand chaos, avec la culpabilisation d'avoir été au cœur de ce grand carnage, de cette fin du monde si violente, on va pouvoir obtenir, on va avoir toutes les chances de notre côté pour avoir vraiment une souche d'humains complètement écrasée et malléable, parfaitement contrôlable, soumise à toutes les nouvelles lois les plus folles, les plus intolérables, les plus insoutenables que vous pourrez leur imposer, ils diront amen à tout. Bien. Deuxième point, il est que n'oublions pas qu'on est en train de parler d'une guerre de religion, et que si on parle d'une guerre de religion, c'est tout simplement parce que les promoteurs, les instigateurs du nouvel ordre mondial veulent en finir avec les religions. Surtout les deux religions antagonistes. Certes, ce qui est difficile à comprendre, c'est que ce sont eux qui ont créé ces deux religions antagonistes, pour créer cet antagonisme, et qu'aujourd'hui, ils décident de s'en défaire, de les détruire. Mais c'est toujours leur façon de faire. Cette organisation occulte planétaire millénaire, qu'on peut aussi un peu cibler comme étant Illuminati, ou luciférienne, c'est très exactement sa façon de faire. Quand, je disais tout à l'heure, le régime monarchique ne lui convenait plus ou devenait obsolète parce qu'il avait en tête une nouvelle forme d'enclos pour le bétail humain, et ben on sacrifie la monarchie, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, que les deux religions antagonistes ont bien foutu la merde, passez-moi l'expression, ont permis de créer cette configuration explosive pour nous amener au chaos terminal, on n'en a plus besoin. Mais non seulement on n'en a plus besoin de ces deux religions, mais en plus elles sont gênantes, elles deviennent gênantes. Il est temps de s'en débarrasser, parce que ce soit l'islam ou que ce soit la religion catholique, ce sont quand même les deux seuls milieux encore existants à l'heure actuelle, où il y a des gens qui s'élèvent contre la révolution du genre. Partons de là, tous les autres, tous les athées, tous les spirituels New Age et tout, au contraire, ils applaudissent, ils trouvent ça très bien. Hein. Plus de liberté, plus de fun, ils se font tellement laver le cerveau, ils ont déjà plus la moindre valeur morale que ils sont eux-mêmes en train de devenir les promoteurs de la révolution du genre. D'accord ? Donc, les deux religions antagonistes devenant gênantes dans le plan pour la nouvelle souche humaine qui doit être créée pour le nouvel ordre mondial, dans une nouvelle civilisation totalement terrifiante, sous contrôle total, l'heure est venue de les instrumentaliser, ces deux religions antagonistes, une dernière fois pour le dernier grand spectacle. Et là encore, il faut que toutes les personnes qui nous écoutent aient bien à l'esprit, je pense qu'on va peut-être terminer par là, cette image que je vais leur donner, de Néron qui regarde du haut de sa terrasse, en buvant du bon vin, Rome brûlée. C'est exactement ça qui se passe.
Si nous, aujourd'hui, on les a tous là, hein, les Golden, putain, on n'en peut plus, on veut que ça pète, oui, une bonne guerre civile, dans les deux camps. Hein. En réalité, on est mené par le bout, non pas de notre nez, mais de ces énergies maudites qui ont été insufflées et cultivées en nous depuis le début. D'accord ? Ce n'est pas notre intellect, ce sont des pulsions, ce sont des stimuli, c'est un instinct primaire qui a été cultivé en nous, depuis ces 40 dernières années au moins, qui aujourd'hui arrive au moment où il faut que ça pète, il faut que ça explose, et on n'est pas capable d'avoir suffisamment de recul pour comprendre que quand nous allons participer à ce grand massacre qui va, en fin de compte, on va tous passer à la gamelle, hein. Il faut être réaliste. Hein, vous imaginez. Quand je parlais des forces en présence au niveau des 800 zones, des 800 zones de l'endroit en France, en voyant le peu de moyens que l'armée française a en réalité à sa disposition, et l'Algérie qui va nous tomber sur la gueule d'un autre côté, puis la guerre mondiale derrière, enfin bref, vous avez l'idée du théâtre, hein, de ce que ça va donner. Eh bien, il faut donc bien comprendre que personne d'entre nous ne va en échapper, d'une part, et que ce sera un dernier très beau spectacle que nous allons offrir de bon cœur à tous ces immondes suppôts de Satan et représentants directs de Lucifer, qui ont organisé tout ça depuis toutes ces années, qui vont contempler le spectacle du haut de leur terrasse et se chauffer les mains devant notre brasier, dans lequel nous serons tous jetés, en savourant le bon champagne de Rothschild. Voilà, je pense que quand on a rétabli un petit peu la réalité des choses et le contexte dans lequel s'inscrivent les événements qui se déroulent sous nos yeux et auxquels on participe, comme nous aussi, comme des marionnettes, hein, complètement manipulées, ça mérite le coup qu'on se passe la tête sous l'eau froide, qu'on prenne du recul, qu'on dise stop, stop, oh là, où est-ce qu'on est en train d'être emmené? Et ça c'est valable bien évidemment pour l'ensemble des populations civiles de France, avec toutes les franges confondues, à commencer par celles qui sont censées être antagonistes. C'est valable avant tout, je dirais, pour toutes les populations des forces publiques et des forces armées qui sont si odieusement manipulées et qui vont l'être pour un dernier grand chaos. Et je pense que c'est d'ailleurs la seule issue que nous ayons, c'est qu'il y ait un vrai réveil des consciences. Pour le moment, nous ne l'avons pas. C'est une fumisterie. Et que ce réveil des consciences permette, en ce qui me concerne, que je puisse dérouler la maigre stratégie que nous avons aujourd'hui qui peut peut-être enrayer les plans. Je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir que je n'ai pas vocation d'être un lanceur d'alerte, mais plutôt d'allier l'action à la parole. Moi j'y crois, cette révolution. C'est pas une farce, hein, c'est pas une blague, blague de potache, hein, de pilier de bar. C'est la seule et unique alternative que nous ayons, et c'est une alternative qui est à notre portée, bon sang, je le répète. En préambule, la toute première chose à faire est d'accepter de regarder en face ce qu'est le vrai problème de fond que nous avons. D'accepter de se décoller des symptômes qui nous sont agités et qui nous font tourner dans le bac à sable des enfants attardés. Ce que je dis souvent, vous savez, pour moi, l'ingénierie sociétale avec la politique et tous ces débats, etc., c'est un bac à sable pour enfants attardés. Je souhaiterais que les gens acceptent de sortir de ce bac à sable pour enfants attardés, enfin, et de réagir avec courage et d'accepter de détruire, de mettre gravement en péril leur confort psychologique. Parce que notre confort psychologique et nos petits états d'âme personnels, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème est que nous sommes en train de plonger le monde dans le chaos, que nous sommes en train de plonger nos enfants dans le chaos, que nous sommes en train de finir de leur fabriquer un enfer sur Terre, et que nous participons à ça. Il n'y a pas de neutralité. Que l'on se dise neutre, ou que l'on se dise de n'avoir rien compris, on est de toute façon acteur du monde que l'on est en train de construire.
qu'on laisse l'initiative aux Illuminati, aux maîtres immondes, hein, aux maîtres du monde, à leurs agents, ou qu'on décide de rentrer dans la bataille, même si on pense être totalement seul et désarmé, on est acteur du monde qui est en train de se construire. On donne la voix à l'ennemi, on s'y oppose. Et tout ce que peut faire un être humain dans une configuration un jour donné a une répercussion sur le lendemain et sur tout le futur. Et j'invite toutes les personnes qui écoutent à réfléchir à cela. Et quand je dis identifier le vrai problème, et que je disais tout à l'heure, j'entends les gens dire « ouais, il n'y a pas, la démocratie est en danger, etc. » Bon, là, on va arrêter les enfantillages. Comme je disais, il n'y a jamais eu de démocratie. Nous ne vivons pas dans un état de droit. Maintenant, alertez-vous quand vous entendez des gens qui sont si haut placés, tels que par exemple des généraux en retraite, qui viennent vous dire que nous sommes dans un état de droit, qu'il faut protéger, blablabla, blablabla. Ça, ce sont des vendus, par contre. Parce qu'eux savent pertinemment que nous ne vivons pas dans un état de droit. Ils le savent. Ils savent pertinemment que le chaos dans lequel, le chaos permanent de guerre civile à peine contenue dans lequel, par exemple, nous sommes plongés aujourd'hui, est la résultante d'un complot qui a réuni les énergies des univers à la fois, bien sûr, de la finance, de la politique, de l'administration, de la justice et de l'armée et des forces publiques. Hein, toutes les élites de toutes ces corporations, qui font partie d'un seul même bloc d'élites, je le répète, ont œuvré activement et savent, donc pour ce complot, et savent parfaitement, eux, mieux que personne, que nous ne sommes pas dans un état de droit, que la démocratie n'a jamais existé, que 1789 est un coup tordu de leurs maîtres et donneurs d'ordre. Et quand vous entendez aussi un général en retraite venir vous dire, en parlant de 1789, coup d'État des Rothschild, de la haute finance, etc. Oh non, non, s'il vous plaît, ne versons pas dans la théorie de complot. Ben là, vous savez que vous avez fait affaire à un traître, par exemple. Bon. Donc, je disais, nous devons tous accepter de nous faire souffrance, de nous faire violence, de regarder la réalité en face, aussi douloureuse soit-elle, en sachant bien que nous sommes dans un piège terrifiant et qu'il va falloir que nous donnons le meilleur de nous-mêmes et tout notre courage de cette incarnation pour essayer de neutraliser les plans qui sont en cours. Voilà, bon, déjà c'était le préambule, il était peut-être un petit peu long, maintenant je vais aller dans le vif du sujet, passons à l'action. Il faut bloquer le putsch. Le putsch qui va renverser la marionnette Macron, qui a été mise en place pour, en tant que prétexte à ce putsch, il faut le bloquer. En un. En deux, il faut renverser Macron et son gang. C'est une évidence. C'est à nous de le faire, pour justement prendre la main. Ne pas laisser la main à ceux qui sont en train de dérouler leur plan de chaos total. Renverser Macron le plus rapidement possible, de façon à, donc en 3, geler la situation. Je disais bien sûr, il faut renverser Macron pour pouvoir immédiatement prendre notre destin en main au niveau de l'état de la nation, c'est-à-dire interdire qu'une guerre civile de religion n'explose, geler la situation au niveau de la dangerosité des cités, d'accord ? Désamorcer la bombe, c'est-à-dire désarmer les cités, en clair, mais en ayant pris nos précautions pour que justement ça ne provoque pas une guerre. Et dans le même ordre d'urgence, vous savez, il faut instaurer la démocratie. Nous n'avons jamais eu de démocratie. Si nous renversons Macron, nous aurons très peu de temps, parce que l'ennemi va réagir très vite, peut-être même dans l'instant même, mais il va falloir tenter le coup d'instaurer une démocratie. Une vraie démocratie. Et dans le même temps, aussi pour nous protéger et pour qu'on ait une chance que ce que nous aurons fait ait un impact et une certaine pérennité et même remporte la victoire pour la rébellion humaine, transmettre immédiatement le schéma, l'exemple à tous nos pays, à tous nos frères et sœurs des pays limitrophes pris au piège de l'Union européenne. Parce que cette rébellion
cette révolution, cette rébellion humaine ne peut tenir que si l'union fait la force, que si tous les autres peuples suivent et font la même chose. Là, ça sera vraiment la déconfiture de l'organisation occulte qui nous manipule, nous, toutes ces populations, par l'interface d'impostures de gouvernements démocratiques. Il faut tous les renverser le plus vite possible, pas se limiter qu'à la France, évidemment. Alors, dans la pratique, pour l'axe 1, qui est donc de bloquer le plan du putsch, du vrai faux putsch qui est en cours, il faut provoquer la scission. Ce que je n'arrête pas de dire depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant. Il faut bloquer, il faut organiser la scission entre les membres des forces armées et leur élite, les membres des forces publiques et leur élite. De même qu'il y a déjà un genre de scission qui s'est créé entre la population, qui commence à être un petit peu alertée quant à la réalité de la situation concernant l'imposture de son élite civile, c'est-à-dire politique, administrative, judiciaire, les médias, etc. Donc, comme j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure. Cette scission, en fin de compte, ne va pas être très facile dans le sens où il va falloir couper la chaîne de commandement dans les armées à un certain niveau, couper la chaîne de commandement dans la police et dans la gendarmerie à un certain niveau, et miser sur l'impact d'une communication au niveau national écrasante. Et comment peut-on procéder? Alors, je le répète, il ne s'agit pas d'une guerre de communication, il s'agit d'une rébellion humaine, avec un axe préliminaire, pour le départ de cette rébellion humaine, qui est donc que nous, collectivités prises au piège de l'imposture sociétale de France, nous rébellions contre les élites vendues, c'est presque un pléonasme, qui prétendent administrer nos populations, qui prétendent avoir la mainmise sur toutes les institutions. D'accord? La guerre de communication, telle que moi je vois le problème, qui n'est donc pas la guerre en elle-même, c'est un axe, par contre, fondamental de cette grande rébellion, de cette grande guerre qui pour le moment peine à démarrer. Et c'est là où il ne faut pas être binaire. Mais le problème de la communication, donc de ce que certains appellent la guerre de communication, en l'occurrence pour le type de plan de bataille que j'ai établi, c'est quelque chose de primordial et de fondamental. Parce que tout repose justement sur la communication. Cette communication, que moi j'essaie d'établir avec donc mes concitoyens, mes congénères, en France pour commencer, et qui passe par de très maigres moyens, comme par exemple ce que vous me proposez aujourd'hui, et ce que je fais depuis une dizaine d'années, faute de mieux, hein, des vidéos par Internet. Et le seul objet de ce type d'intervention, pour moi, il est de réveiller une minorité sacrée au sein donc d'une immense masse dont nous faisons partie, de gens, c'est là encore un paradoxe, noyés dans le monde virtuel d'Internet, j'en parlais tout à l'heure. De façon à ce que, et c'est assez paradoxal et complexe, que les gens qui justement se noient dans Internet, dans cette fusion avec l'intelligence artificielle, eh bien, en même temps qu'ils y sont et qu'ils m'y croisent, le conscientise ce fait, se réveille, là c'est un vrai réveil de conscience, et se dégage donc de ce piège funeste qu'est Internet, qu'est le monde virtuel de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, etc., pour aller sur le terrain. Donc, j'espère encore qu'il va y avoir ce réveil des consciences chez une minorité que je définis d'une minorité sacrée, et qui va aller entamer
la deuxième, donc la phase la plus ardue, la plus complexe de cette guerre de communication, qui consiste en une communication de terrain, de la part de cette minorité qui va accepter d'aller sur le terrain, pour aller au contact d'une autre partie de la population, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les soldats. Parce qu'il est évident qu'il faut commencer par les bases. Il faut que nous, qui faisons partie des masses, nous qui avons bien compris que le problème, en fin de compte, est un problème de contrôle. Le vrai ennemi que nous avons constitue cette coalition des élites, hein, de tous les soi-disant pouvoirs confondus, et que c'est entre les différentes masses que nous devons nous retrouver pour traiter le problème. Et évidemment, ça concerne en premier lieu les policiers, les gendarmes, les militaires, qui, comme nous, font partie du peuple trahi, roulé dans la farine, et appelé à être le dindon de la farce, et qui, comme nous, ont le problème d'être justement sous contrôle d'élites totalement vendues, corrompues, maléfiques. La minorité sacrée que j'entends activer donc, pour cette mission de communication de terrain doit rétablir ce contact. Et quelque part, c'est déjà, on va dire, d'une pierre deux coups, parce que la première chose qu'il faut dans cet axe de cette bataille que j'essaie d'initier, c'est justement que nous rétablissions des passerelles avec nos forces publiques et nos forces armées, puisque le pouvoir en place, depuis toujours, a tout fait pour qu'il y ait une scission, en fait, qui se crée au sein des populations. Et là, maintenant, il est temps de leur rendre la monnaie de la pièce. Il faut que la vraie scission se fasse entre nous, toutes les populations, et cette élite vendue, corrompue, satanique. Bien. Donc, les dégâts ont déjà été faits. On peut le voir, à quel point il y a des antinomies entre les collectivités civiles, leurs forces de sécurité, les forces publiques et les forces armées. Ce sont vraiment des communautés qui sont très montées les unes contre les autres. C'est absolument tragique. Donc, le premier objet de ce plan de bataille consiste à aller vers nos policiers, nos gendarmes, les militaires, et, deuxième aspect de la question, leur transmettre le message que je veux leur transmettre, c'est-à-dire les informer de la réalité de la situation et de ce qui nous pend au bout du nez. En A et en B, solliciter donc leur participation active à la rébellion humaine, qui les concerne. Il faut leur faire comprendre à quel point ça les concerne, à quel point tous les êtres humains sont concernés par ces plans effroyables qui ont prévu de faire plonger l'humanité entière dans un grand chaos. Alors, cette communication, je vais la mettre sous forme de tracts, sous forme de lettres, avec des lettres qui vont, par exemple, je vais mettre des lettres types sur mon site internet, par exemple des lettres pour les soldats, puis des lettres pour les gendarmes et pour les policiers. Je vais faire en sorte qu'il y ait aussi des lettres qui soient adressables à des autorités, mais des autorités d'un certain niveau. Pour moi, ce n'est pas la peine de taper au-dessus de lieutenant-colonel, mais on peut tout de même essayer d'aller au contact d'officiers subalternes de l'armée et d'officiers subalternes de la gendarmerie, ainsi que de cadres subalternes de la police. Donc c'est encore une catégorie de lettres type que je vais préparer. Et je dis, c'est pas inintéressant non plus d'essayer d'aller jusqu'au niveau d'un chef de corps, de régiment, et je pense qu'il faut tenter le coup, bien sûr, parce que si on arrive à faire en sorte que ce soit tout un régiment ou toute une région de gendarmerie qui arrive à être dégagée de ce piège, qui pourrait passer dans notre camp, ça serait extraordinaire. Et rien n'est impossible à partir du moment où nous jouons un jeu, où il y a des résistants qui se réveillent, qui se lèvent, et qui participent à cette grande opération de communication.
Bien. Pour ma part, en parallèle de cette vidéo, je vais préparer donc ces courriers types dont je vous ai parlé, je vais préparer des tracts et faire en sorte que il y ait donc, avec un plan de bataille bien précis que je suis en train de déterminer, donc ce plan de bataille écrit noir sur blanc, de façon peut-être plus claire que cette discussion, et deux, toute la matière donc qui va avec, hein, les tracts, les lettres, etc. Je suis, je crois, le seul et unique à dire que je ne veux pas de dons. Parce que je ne veux pas que cette guerre soit une affaire d'argent, qu'on la ramène toujours à une affaire d'argent. C'est une affaire d'investissement personnel. Et le plus pauvre d'entre nous, je vous le garantis, le plus pauvre d'entre nous peut faire énormément. Déjà, pour commencer, le plus pauvre d'entre nous, c'est moi. Allez, m'en trouver un. Allez, m'en trouver un autre qui n'a même plus de compte en banque, qui n'a même plus d'existence de sécurité sociale, qui n'a même plus de papier et qui en plus a un mandat d'arrêt européen sur les épaules. Oui, parce que pour la petite histoire, j'ai appris dernièrement qu'évidemment, depuis, je crois que c'est depuis 2014 ou 2015, j'ai un deuxième mandat d'arrêt européen sur les épaules, lancé à travers la machination judiciaire qui a été mise au point par le réseau pédocriminel de la justice, en clair. Voilà. Il y a suffisamment, je crois, de matière sur Internet pour s'informer sur ce sujet qui n'est vraiment pas le... C'était juste une petite parenthèse, donc je disais simplement que le plus pauvre, pour commencer, c'est moi. Et c'est très bien, le plus pauvre ne demande pas du tout d'argent. Il demande à ceux qui sont à peine un petit peu moins pauvres que lui de s'investir individuellement, et c'est toujours pas une affaire d'argent, à moins que ça puisse être une affaire d'argent que de prendre le métro pour se rendre à la caserne du coin et d'essayer d'engager la conversation avec soit des militaires, soit des policiers, soit des gendarmes, où on peut les croiser, et qu'éventuellement on ait des difficultés pour imprimer des documents que je vais mettre sur Internet, mais c'est bien la seule participation financière que je demande aux uns et aux autres sera de cet ordre-là, c'est-à-dire d'imprimer des documents à partir de mon site, de les imprimer, de se faire un petit paquet et d'aller distribuer, ou encore d'envoyer des lettres avec des adresses à telle autorité militaire, ou telle autorité de police, ou telle autorité de gendarmerie, etc. Je porte souvent ce reproche, je continue à le faire, à tous ceux qui se disent être des cyber-résistants, que la résistance ne se fait pas depuis un écran ordinateur. Au contraire, là on se fusionne avec l'intelligence artificielle, on se fait manipuler, on se fait l'esprit et l'âme se fait bouffer sans même qu'on s'en rende compte, et on devient des choses incapables de réagir, incapables de faire une action concrète, incapables de prendre un risque, et en plus persuadés d'être actif pour quelque chose. C'est tout le contraire. Hein. Quand on rentre dans toute cette mouvance Internet où on se fusionne avec l'intelligence artificielle, eh bien, on laisse le champ totalement libre au niveau du terrain, au niveau de l'action, au niveau du plan matériel, à ceux qui, derrière Internet, ceux qui nous l'ont jeté dans le bac à sable des enfants attardés que nous sommes, agissent dans la matière. Hein. C'est-à-dire ceux qui sont au-dessus, ceux qui font partie de l'organisation occulte qui tire les ficelles des nations, et leurs agents. Hein. Tous leurs agents, ils sont très actifs. Hein. Je ne dis pas le contraire. Vous savez, je ne pratique pas le raisonnement binaire, et j'appelle toujours les gens à ne pas pratiquer le raisonnement binaire. Je n'ai pas dit qu'Internet, il fallait rejeter en bloc. J'ai dit qu'il fallait faire très attention à ne pas se faire bouffer par Internet. Et si on réduit notre communication à Internet, on a perdu. Maintenant que nous avons compris que la France est occupée, c'est clair maintenant, pour des millions de personnes,
D'accord? Il faut bien avoir cette image, même si elle n'est pas vraiment ce qui colle le plus à la réalité, puisque l'occupant, en fait, a fabriqué le système sociétal. Mais, disons, pour tout le monde, cette image est au moins la plus facile à conscientiser, hein, à formaliser. La France est occupée. Nous devons rentrer en résistance pour neutraliser l'occupant. Et nous devons le faire dans un climat de résistance, dans un climat de clandestinité. Nous devons faire un plan de campagne de communication de type clandestin, à l'ancienne, avec des tracts, avec des tags sur les murs, avec des courriers distribués. Bien sûr, on prend un risque à chaque fois qu'on va voir quelqu'un, qu'on va voir un militaire. Un soldat, on ne prend pas un si grand risque. Maintenant, on va aller voir un capitaine commandant une compagnie ou commandant un escadron, ça sera déjà plus limite. Mais il va falloir que certains d'entre nous aient le courage de le faire. Et le courage de risquer d'être mis en garde à vue, même d'être jeté en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Parce que bien sûr, l'ennemi, c'est ce qu'il va sortir comme accusation. Hein, atteinte à la sûreté de l'État et opération subversive. Donc, ce n'est qu'avec ce type d'offensive de communication sur le terrain qu'on va arriver à réveiller nos interlocuteurs. Parce que eux, on ne va pas les réveiller avec Internet. On va les réveiller avec le contact humain. En disant, vous êtes soldat, vous êtes gendarme, vous êtes policier. Heureusement que vous êtes là. On va tisser un lien humain et on va transmettre un message. On va tenter de le faire. Au moins, on l'aura fait. Le message est passé, la lettre est remise, s'il vous plaît, prenez le temps de lire cela, c'est très important, c'est dit, c'est fait. Ça marche pas, on l'a fait, et on l'a fait avec intensité, avec une force d'intensité. C'est-à-dire pas seulement je me débarrasse du truc, voilà, j'ai sauvé mon âme. Non, 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 il faut vraiment y croire. Il faut avoir cette détermination à ce que l'on fait ait un impact positif. Parce que ça aussi, ça influe au terme des fréquences entre les êtres humains. Il faut être dans le vrai. Être dans le vrai, c'est prendre des risques aussi. Être dans le vrai, c'est pas être dans la prière, dans cette hypocrisie malsaine, d'accord, de se prosterner à genoux et de supplier ceux-là même qui créent l'enfer sur terre, d'accord. Il faut être dans l'action positive avec cette énergie. Bon, la communication clandestine, les tracts, les lettres, les visites, les discussions. Et il faut bien sûr donc que ça soit le mode opératoire, mais de dizaines, de centaines de milliers de personnes. Même, vous savez, si on a l'impression d'être le seul à le faire, il faut le faire. Je ne sais pas si je ne suis pas moi-même, à l'heure actuelle, avec ma compagne Janet Ziman, si nous ne sommes pas les seuls à être passés à ce stade de lutte clandestine. Et quelquefois, on se sent terriblement isolé. Quelquefois, on aurait même tendance, on risquerait même de baisser les bras en disant « ça fait des années qu'on s'aperçoit qu'on est isolé, que même ceux qui nous paraissent les mieux intentionnés finissent par nous lâcher parce qu'ils ne comprennent pas très bien quelle est notre façon de résister. » Et en fin de compte, il faut pas s'enfuir une montagne, il ne faut absolument pas focaliser là-dessus, parce que ça reviendrait à focaliser sur soi. Non. Quand bien même on serait le seul, mais on y va. On sera le seul à avoir osé être un résistant, ben on sera le seul résistant. D'accord? Maintenant, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que mon message aujourd'hui va être reçu par beaucoup de monde. Je pense que beaucoup de monde va accepter mon plan de bataille, va comprendre ma sincérité, va comprendre la nécessité impérieuse, absolue, de rentrer en résistance, de bloquer ce putsch, donc de communiquer avec le plus possible de militaires, de policiers et de gendarmes. Et maintenant la phase 2, c'est que si on arrive, et nous allons y arriver, enfin, cette fois, à générer cette scission, eh bien, la deuxième partie du programme est déjà enclenchée. Parce que la deuxième partie du programme, c'est renverser Macron. Et renverser Macron, là, par contre, ça n'est plus l'affaire des citoyens. C'est une opération de police. Si ce sont les citoyens qui se mettent dans l'idée de monter sur le palais de l'Élysée, ça va être un carnage.
Et il ne faut surtout pas que ça se produise ainsi. Il faut, je répète, convaincre ceux à qui revient cette mission de rétablir ou d'établir l'ordre, de monter sur l'Élysée et de neutraliser Macron et son gang. Hein, la police, la gendarmerie. Il faut distinguer deux aspects de la question différents l'un de l'autre. Je parle pour le moment, en gros, de la communication vers les forces de police, de gendarmerie et les forces armées, mais vous avez bien compris que nous avons, à travers cette nécessité de créer une scission, la scission dont je parlais, de nos forces publiques et armées envers leurs élites, que nous avons une double préoccupation. La première préoccupation de l'urgence immédiate, de la menace imminente, donc d'un vrai faux putsch qui va nous plonger dans le chaos et qui là concerne directement les forces armées. Bien, à ce titre-là, je mets en place une communication par le biais de textes, par le biais de tracts, par le biais de lettres, type, qui est à récupérer, qui sera récupéré sur le site du RRR, à imprimer et à aller remettre en main propre ou distribuer, ou peu importe le mode opératoire. Le deuxième axe de communication vise essentiellement la police et la gendarmerie, là avec des textes écrits spécifiques à la police et à la gendarmerie, et spécifiques à la révolution, c'est-à-dire à l'opération de police que je leur demande de mener au nom du peuple souverain. Donc, dans les deux cas, il s'agit d'une communication qui doit être faite par le peuple souverain, c'est-à-dire par tous les résistants qui vont s'identifier au sein de la population et accepter de mettre à contribution leur énergie, de trouver du temps, et le temps on peut toujours en trouver quelque part, afin d'aller sur le terrain pour distribuer les tracts, pour remettre des lettres à des officiers ou à des sous-officiers ou à des soldats. Bien. Vous avez compris le principe. Ce que je disais, c'est que renverser Macron sera possible à partir du moment où on aura créé cette scission, en sachant que dans un premier temps, on va créer cette scission pour protéger la France, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'elle ne sombre pas dans le chaos, par le biais d'un vrai faux putsch. Bien. Après, c'est là que je rentre en scène. Bon, alors pour moi aussi c'est délicat, vous avez compris. Hein. J'ai un mandat d'arrêt européen. Bon, il n'y a pas que ça aussi, vous savez, il y a des gens assez puissants qui veulent ma tête au bout d'un pic. Hein, et c'est peut-être pas qu'une vue de l'esprit. Donc, je sais que quand je vais sortir de mon trou pour jouer le rôle qui est le mien, que je me suis assigné, pour remplir la mission que je me suis assignée, ça passe ou ça casse. Hein, j'ai qu'une seule cartouche. Alors, cette cartouche, je tiens à la préserver et à ne la risquer que pour quelque chose qui vaille la peine. Si avec ça, évidemment, on peut sauver la France, hein, toujours pour employer les grands mots, mais c'est bien de ça dont on parle, éviter la catastrophe d'une guerre civile de religion, parce qu'il faut bien s'imaginer ce que ça peut être, c'est absolument abominable. Il faut vraiment, je reviens là-dessus, que les gens qui nous écoutent s'imaginent ce chaos, s'imaginent cette barbarie que l'humanité n'a pas encore connue. Et qui est décrite d'ailleurs, qui est décrite ainsi d'ailleurs par les grandes prophéties. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, c'est ça. C'est un complot contre l'humain, qu'il soit chrétien ou musulman. Il n'y a pas de vainqueur. Ce ne sera pas l'humain qui sortira vainqueur, au contraire. Et le musulman, le chrétien, mais à un moment donné, il faut accepter de sortir de ses croyances, parce qu'il faut comprendre que depuis Babylone, on est manipulé par les croyances. Pas seulement la croyance envers le système sociétal dont je parlais tout à l'heure, qui est une lâcheté profonde, avec tout ce qu'on a comme signaux pour comprendre que c'est une ingénierie sociétale maléfique, et il y en a encore qui ont cette croyance. Simplement parce que cette croyance permet de sauvegarder les acquis d'une réussite sociale, d'une carrière sur laquelle on est assis, d'un brio, etc. C'est infiniment misérable comme façon d'être, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose, le même reproche que je fais aux gens qui se cachent derrière leur foi religieuse. Leur foi religieuse, quelquefois on emploie encore ce mot qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui dans la bouche d'un être humain, d'amour.
Mais c'est pas ça dont il est réellement question. Ce sont d'autres sentiments qui sont instrumentalisés chez l'être humain. C'est plus de la haine envers la religion opposée, ou de la frustration, ou du besoin de conquête, ou du besoin d'en découdre avec l'autre parce qu'il est différent, est-ce que je sais. Et il faut à un moment donné faire arrêt sur image pour comprendre que, bien, à travers les religions aussi, nous avons été manipulés, que la religion catholique, la religion de l'islam, qu'on soit radical ou qu'on soit pas radical, sont là pour nous mener à une dernière grande guerre épouvantable, pour en finir avec l'humanité. C'est tout. Et quelle est la religion qui va sortir vainqueur de cela? L'islam? La religion catholique? Ni l'une ni l'autre. La religion luciférienne. La doctrine luciférienne et les agents lucifériens. Voilà, c'est eux qui vont sortir vainqueurs. Et bien sûr les satanistes. Alors, ce sont deux courants différents. Après, je ne vais pas vous faire un cours sur Lucifer et Satan, et peut-être une autre fois on en reparlera. Bref, voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, je disais, où est-ce qu'on en était? Renverser Macron, et renverser Macron après, donc c'est là où moi j'entre en piste, où je vais prendre certains risques à mon niveau. Et ce que je vais faire immédiatement, ça va être comme je l'ai dit, de protéger la France avec le concours de l'armée. Hein, et vous avez bien maintenant intégré la nuance. Je ne vais pas mettre le feu aux poudres, je ne vais pas aller provoquer les musulmans pratiquants dans les mosquées. Je ne vais pas leur imposer de retirer le voile, je ne vais pas dire qu'on va fermer toutes les boucheries halal, etc., etc. Par contre, je vais désarmer. Parce qu'il est absolument inadmissible qu'il y ait des stocks d'armes qui soient entre les mains d'autre chose que les forces publiques et les forces armées. C'est tout. Voilà. Et on sait très bien où ça mène. On sait où sont les armes. Moi, pauvre petit con de gendarme, dans les années 90, je savais déjà où elles étaient. Et c'est toujours la même chose. Hein. Et je le dis, c'est dans des cantines avec des armes sous cellophane sur lesquelles il y a des couches de poussière qui attendent juste et qui sont en parfait état de fonctionnement, avec des stocks de munitions parfaitement préservés, de l'humidité, de la chaleur, de ce que vous voulez. Tout est parfaitement prêt à fonctionner. Ça n'a pas bougé d'un poil, pratiquement. Et ça attend le moment du djihad. Donc on va désarmer. Et pour désarmer, il va falloir que des stratèges travaillent avec moi, enfin beaucoup plus que moi, parce que moi je ne suis pas du tout un stratège, je suis juste une personne de bonne volonté qui a compris certaines choses, de façon à ce que cette opération militaire et de police se mène avec succès, hein, et sans qu'il y ait d'explosion. C'est pas pour autant que ça sera facile, mais c'est dans l'ordre du faisable aujourd'hui. Quand ça aura pété par contre, vous pouvez oublier, c'est fini. Quand ça aura pété, ça nous aura échappé. Ça nous aura échappé et le jeu de domino va tomber. Ce sera les événements en cascade et ça sera irréversible jusqu'à l'embrasement du monde dans une guerre civile de religion et le déclenchement d'une troisième guerre mondiale qui ira jusqu'à une guerre apocalyptique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une guerre apocalyptique, une guerre balistique nucléaire. Il faut quand même bien y réfléchir. Voilà. Donc, immédiatement désamorcer la situation avec l'aide, le déploiement de l'armée, la loi martiale, je regrette de le dire, je vais devoir instaurer immédiatement la loi martiale pour protéger les Français. Et maintenant, quand on parle de loi martiale, tout le monde, bien sûr, pousse des hauts cris, élève les boucliers, etc. Oui, mais là, quand c'est quelqu'un d'honnête, vous comprenez, qui, qui le fait avec sincérité pour protéger ses congénères, pour protéger les enfants, il n'y a pas de souci. C'est quand ce sont ces monstres qui nous manipulent qu'il y a un souci. Quel que soit le type d'arme qui est utilisé. C'est comme si on revenait aux problématiques de l'arme en elle-même. On va simplifier l'usage de la loi martiale, on va la schématiser, on va faire un parallèle avec un couteau. Il ne faut pas focaliser sur le couteau, ce n'est pas le couteau le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Est-ce qu'on utilise le couteau pour le planter dans le dos de quelqu'un qui est innocent, ou est-ce qu'on l'utilise pour parer les coups d'une attaque et pour neutraliser quelqu'un qui voulait triper votre famille? D'accord? Donc moi, si demain j'ai entre mes mains une arme qui me permet d'être offensive et que je m'en sers dans le cadre de la défense, c'est-à-dire de protéger la France d'une explosion, de la prémunir d'une explosion d'une guerre civile de religion, c'est très positif.
D'accord? Il ne faudra pas rester bloqué sur le mot loi martiale en disant ça y est, c'est un psychopathe qui veut faire comme les autres. Non, non, ça sera le seul et unique moyen. Hein. Je vous rappelle, 800 zones de non-droit, quelque chose comme 2 ou 3 millions de salafistes décidés à répandre l'islam et à égorger l'infidèle. Quand le top sera donné, c'est pas de la tarte. Hein. On ne va pas arrêter ça avec des discours. Maintenant, pour des choses qui sont un peu moins bouleversantes à s'imaginer, dans le même temps, je veux dire immédiatement, moi, dès que je suis en place, en tant que chef d'État, qui n'est pas ma vocation, vous avez bien entendu, je veux être chef d'État, mais ce n'est pas ma vocation. C'est-à-dire, moi, le pouvoir, je n'en veux pas. Et vous avez remarqué, comme depuis toujours, on donne le pouvoir à des gens qui veulent le pouvoir, et qui, à cause de ça, représentent forcément toute la perversion de la politique. C'est des gens qui courent après le pouvoir, ils ont les dents de devant, qui rayent le parquet, ils veulent s'en mettre plein les fouilles, et après ils en ont tellement qu'ils veulent plus, ils veulent du pouvoir, ils sont tout contents d'avoir ce petit pouvoir surfait, ce petit pouvoir artificiel, mais tout de même, de la politique sur nous. Et c'est nous-mêmes qui les élisons, mais vous vous rendez compte ? Oui, je veux dire, on fait l'acte, si vous voulez, en conscience de voter pour eux. Voilà ce que je voulais dire. Évidemment, on ne les élit pas. C'est un jeu truqué. Mais en tout cas, on leur donne notre voix. C'est ça qui est extrêmement grave. On a affaire à des vendus qui sont là que pour le pouvoir. Et vous savez, quand quelqu'un est là pour le pouvoir et est payé, c'est-à-dire que lui, c'est le fric qui le fait fonctionner. Mais qu'est-ce que vous pouvez en attendre de bon? À un moment donné, il faut être réaliste, non? C'est tellement facile quand on est financé par les pires crapules de la haute finance, d'accord? On a tout le tapis rouge qui est déroulé devant nous, partout où on va, on est porté au nu, on voit sa gueule partout dans les journaux, je veux dire, comment voulez-vous qu'on en sorte quelque chose de bien? C'est une évidence. Alors, je disais donc, je ne veux pas le pouvoir, non, je veux faire tout ce que je peux faire de mon vivant pour éviter l'explosion d'une guerre civile de religion et une troisième guerre mondiale. Ça peut vous paraître, après, vous dire, oui, bon, ce gars-là, il faut qu'il aille se prendre sa piqûre d'eau chaude, ça va lui monter au cerveau, la cheville qui enfle. Non, pourquoi? Et si ça marchait, ce que je suis en train de vous expliquer? Et si ça fonctionnait? Hein? On ne va pas se donner cette chance? Le but du jeu, il n'est pas que je brille à la tête de l'État en disant « je suis chef d'État, je suis président de la République ». Déjà, pour commencer, président de la République? Non, je vous ai dit chef d'État. La République, plouf. Dans les premières minutes où je suis à la tête de l'État, c'est l'histoire ancienne. Hein. Je vais établir immédiatement, à partir du moment où je serai à la tête de l'État, en parallèle donc de cette opération pour protéger la France, une vraie démocratie. C'est-à-dire la création d'un espèce de, de conseil national. J'imagine quelque chose comme le tirage au sort pour chacun des conseillers, qui donc sera appelé à œuvrer pour la France durant une année, par exemple, avec un salaire. Quel est le salaire? Quel est le SMIC aujourd'hui, à peu près? Et pour ma pomme, pareil, j'ai pas besoin de plus. Voilà. C'est pas une affaire d'argent. Je ne vois pas pourquoi ceux qui sont là au service, qui devraient être là au service du peuple, en toute humilité, pour faire en sorte que la collectivité fonctionne bien, pour créer les conditions d'harmonie entre les êtres humains et d'harmonie entre les êtres humains et la nature, je ne vois pas pourquoi ils devraient gagner plus d'argent que quelqu'un qui va risquer sa vie pour arrêter un feu de forêt, ou qu'une sage-femme qui va participer à cette chose extraordinaire qui est une maman qui accouche. Oui, parce qu'il y a quand même des choses qui sont sacrées dans la vie. Hein. La femme, ce qui est la plus sacré, c'est ça, c'est de donner la vie, c'est de permettre à un enfant de grandir dans des conditions vraies, justes, humaines, avec de l'amour, avec l'amour maternel, dans un cadre familial. Et oui, c'est ce genre de choses dont on va reparler. Hein. On va reparler des vraies choses qui font l'humanité, et c'est ça la rébellion humaine. Cette rébellion humaine, nous pouvons la mener tous ensemble à partir du moment où on les donné les moyens. Vous comprenez? Voilà.
Donc la vraie démocratie, pour moi, bien sûr, ça sera que le peuple puisse voter ses lois, pour commencer. Hein? Ça vous paraît pas juste, ça? Ça ne va pas être qu'on continue à donner notre voix pour que passe la peste ou le choléra, ou le sida, ou je ne sais pas quelle autre maladie infectieuse, parce que c'est ça qu'on fait. Hein, en fait, on a un plateau sur lequel il nous est présenté tout un choix très croustillant de maladies vénériennes, toutes les plus ignobles les unes que les autres, et puis il dit, bon, le sida, on en a assez eu là, pendant 7 ans ou 5 ans, tiens, on va prendre... on va prendre la lèpre, tiens, c'est nouveau, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de lèpre, allez, on va voter pour la lèpre. Hein, voilà. Bon, c'est ça. Alors, on va arrêter avec tout ça. Je ne suis pas un politicien, bon Dieu, j'y connais rien, moi. Et d'ailleurs, ce n'est pas une affaire d'expert, c'est une affaire de bon sens humain, de sentiments humains, d'empathie, d'intégrité, de sensibilité. Après, il ne faut pas plonger dans la mièvrerie, bien sûr. Mais c'est une histoire d'humain. La politique, c'est quoi? C'est créer et maintenir les conditions optimales d'harmonie, de vie en harmonie entre les êtres humains, c'est rien de plus. Donc après, en fonction de la situation chaotique à tous les niveaux de déliquescence de cette société, c'est normal puisque c'était le but du jeu, c'est sûr qu'on a du pain sur la planche. Et là, je suis dépassé, moi, tout seul. Et c'est pas moi qui vais régler le problème. C'est vous tous. On va tous se mettre au travail pour régler le problème. C'est pas la peine maintenant de faire comme tous ces politiciens en campagne, tous ces vendus qui disent « Ah, tel problème économique, moi je sais comment faire telle économie de tant de milliards en faisant... » Les autres, ils comprennent rien du tout, mais en tout cas, le mec, ça le fait briller. Hein, et puis on nous fait tourner sur des symptômes. Non, c'est fini tout ça, je vous le garantis. Aidez-moi à faire en sorte que ce soit fini, ça sera fini. Dans le même temps, il faut à tout prix transférer l'initiative aux pays voisins qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on va faire une révolution. Vous imaginez la seule vraie révolution qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, qui est le début d'une grande rébellion humaine. Ça sera pour une autre fois, parce que je crois que je vous en ai déjà mis plein la figure, avec mes tableaux d'horreur. C'est le début d'une rébellion humaine. Je pèse mes mots. C'est le début d'une rébellion humaine. Je répète, les Français parlent aux Français. C'est le début d'une rébellion humaine. Vous comprendrez que c'est pas si codé que ça. Mais ça sera pour une autre fois. Donc, on va faire en sorte que l'initiative, dans le même temps de notre campagne de communication vers les militaires, les gendarmes, les policiers, etc., passe dans les pays aux alentours et qu'ils comprennent ce qui est en train de se produire et qu'ils copient le schéma pour appliquer la même chose. On a une chance de réussir. On a des chances. Je veux dire, même si on en a une sur 1 milliard, c'est ça, ou si on plonge tous dans le chaos, c'est irréversible et en même temps, on vend nos âmes. Voilà, non, je suis désolé que ça provoque cette réaction chez vous, j'essaie pourtant d'être le plus positif possible. Moi, j'ai pas du tout envie de me suicider, vous voyez, je suis de très bonne humeur, je suis positif. Moi, quand j'ai vu Macron arriver, c'est tout juste si j'en ai pas pleuré de joie. Hein. J'ai dit, enfin, oh bon sang, on m'a jamais compris. Alors c'était Sarkozy, on a eu Hollande, j'ai dit non, là, quand je pensais que le coup d'État c'était pour lui, que le putsch militaire c'était pour lui, c'est que je lui disais, c'est évident, parce que vous avez compris. En fait, ils ont préparé l'histoire du putsch, du vrai faux putsch militaire, ça fait au moins depuis 2015 ou 2014 qu'il est en préparation. Hein. Donc ça veut dire, ça veut bien démontrer que le Macron, ils nous parachuté là, juste pour que ce soit l'activateur de ça.
Donc je me disais, à cette époque-là, quand je voyais Hollande, je disais, non, ils ne peuvent pas faire pire. Ben s'ils l'ont fait. Ils sont arrivés à nous trouver à Macron. Et moi, je ne voulais pas parler de Macron, mais juste pour la fin, pour rigoler un petit peu quand même, hein, faisons-le, allez. Ben, en fait, ça, par contre, c'est plus tellement drôle. Macron, c'est un vrai détraqué dans le sens où c'est un... Je pense que c'est un MK Ultra. Je pense que c'est un pur produit des fabriques de MK Ultra, c'est-à-dire, à la base, un malheureux gosse qui était amené par ses géniteurs dans des cérémonies de la franc-maçonnerie, des initiations à haut niveau, de façon à être violé collectivement, afin que sa personnalité soit brisée, fragmentée, et qui a ensuite été amené à commettre des atrocités sur d'autres enfants pour après devenir un prédateur et être enfin un instrument utilisable qu'on peut placer quelque part au niveau des élites pour avoir un rôle à un moment donné. Et il me fait, effectivement, j'ai vu quelques vidéos où on voyait et on voyait Adolf Jacob Hitler. C'est le même en couleur, c'est la même chose. Et c'est pas juste une comparaison, c'est que c'est le même type de psychopathe qui est un MK Ultra et qu'il a exactement le même comportement, les mêmes stéréotypes, la même façon d'être, et on retrouve le même vide, les mêmes crises d'hystérie. Vous savez, ces crises d'hystérie sont symptomatiques de gens qui sont sous cocaïne, par exemple. Mais on a tendance à ne penser qu'à la cocaïne quand on connaît ces effets-là sur ce type d'individu, alors que la plupart du temps, c'est plus ce caractère psychopathe avec des crises d'hystérie, c'est du MK Ultra. Quand on sait comment fonctionne un MK Ultra, c'est ça. Et ben Macron, c'est ça. Après, je ne vais pas m'étaler sur sa vie privée et sa pédérastie, le fait qu'il soit coquiné avec tous les pires pédocriminels de France et même des États-Unis, parce que son réseau, hein, il n'est pas qu'au niveau de la France. Hein, on remonte jusqu'au Pizzagate. Hein, c'est effarant. Il y en a même Obama qui a fait une vidéo pour appeler à voter Macron. Je veux dire, ces relations vont loin. En fait, ce n'est pas ces relations, c'est ça que personne n'a compris. C'est le tissu de ce gang, ce monde occulte qui est au-dessus de lui. C'est tout. Lui, ça n'en est que la pure marionnette, MK Ultra. Et il est probable que lui-même est persuadé, il se prend pour Jupiter, il est probable que lui-même soit persuadé qu'il est là qu'il a été élu et qu'il est là pour réformer le monde des humains et créer celui de Lucifer. Peut-être qu'il le pense et qu'il ne se rend pas compte que, pauvre con, il est juste là pour permettre un putsch et point barre, quoi. Absolument. Et ben vous savez, je parlais tout à l'heure des mises en scène, des manipulations, je pense que maintenant, après tout ce qu'on a dit, il est beaucoup plus facile pour les uns et les autres de comprendre que Macron, c'est trop gros. Voilà. Quand c'est trop gros, à un moment donné, il faut prendre du recul et il faut comprendre que c'est de la manipulation et que c'est nous qui sommes manipulés à travers ça. Hein. Voilà. Mais donc, on peut absolument neutraliser ceux qui prêchent la haine. Et je vais m'attacher à le faire, je vous le garantis. C'est-à-dire à désarmer, à désamorcer, à neutraliser ceux qui sont des agitateurs, parce que ce sont toujours des lobbies, des minorités, instrumentalisées par le pouvoir occulte, qui en fin de compte s'arrangent pour avoir une influence sur des masses, et ainsi provoquer les troubles terribles que nous connaissons. Donc voilà, oui, indiscutablement, on pourra s'attaquer sereinement, simplement en faisant respecter la loi à ceux qui sont des prêcheurs de haine. Oui, c'est ceux-là qui sont un vrai problème, je suis d'accord avec vous. Mais j'en ferai mon affaire, je vous le garantis. J'en ferai mon affaire avec tout ce qui est synonyme de violence urbaine, de tout ce que vous voulez, avec l'instauration de la justice. Parce que,
Tout à l'heure, je disais que je n'ai pas de plan politique parce que c'est l'affaire de tous et qu'il faut simplement qu'il y en ait un qui permette à la démocratie de prendre le pouvoir. Après, il y a énormément de choses et beaucoup de travail qui nous attend les uns et les autres. C'est un travail collectif. Mais ce que je me dois de faire immédiatement, dans le même temps, des premières actions clés que je vais faire, c'est de réformer la justice. Hein. Ça, c'est le premier ou le deuxième jour. Chez les magistrats, ça va danser, je vous le garantis. Il va y avoir du sang neuf dans les institutions. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Parce qu'en ce moment, nous avons toute une vermine qui tient une imposture d'appareil judiciaire, qui fait semblant d'appliquer la justice en faisant des simulacres et en fait sème la terreur à travers ces simulacres et cette instrumentalisation de la justice et de nos textes de droit. Et c'est pas très compliqué de faire appliquer la loi. Et je vais faire appliquer la loi en premier lieu en ce qui concerne ces traîtres en robe noire. Bon, il y en a qui ont des robes pourpres avec des cols à fourrure et des machins tout aussi grand guignolesques. Ce sera les premiers à passer à la trappe. Depuis le début de l'histoire du RRR, et même avant, j'essaye de faire passer le message à la collectivité, à mes concitoyens, que la politique est un jeu truqué, de même que la société est une ingénierie sociétale, un jeu truqué, que de ce fait, le seul moyen que nous ayons de pouvoir reprendre notre destin collectif en main, il est de faire tomber cette fausse démocratie qui a été instaurée depuis le début. Et que cela ne peut se faire qu'en atteignant ce qui est à notre portée. Et ce qui est à notre portée, ce sont les gouvernements, les systèmes politiques mis en place, qui se succèdent, par le biais d'élections soi-disant démocratiques, et qui, en fin de compte, ne sont qu'un jeu truqué. Voilà. Vous savez, j'ai historiquement l'histoire de ma propre famille, où mon grand-père, qui était donc celui qui était à Radio Londres à travers l'émission Les Français parlent au français, qui après la guerre, après avoir participé au débarquement de l'armée Leclerc, enfin, une histoire très rocambolesque, il faut savoir que c'était pas juste quelqu'un qui lançait des alertes ou qui passait de l'information, il était capturé derrière les lignes ennemies par les nazis, il a été envoyé dans un fourgon à bestiaux vers les camps de concentration, il s'est échappé entre-temps. Il a rejoint l'armée du général Leclerc, il a poursuivi le périple de la libération de la France, et même il est allé jusqu'en Allemagne avec la division qui a libéré les camps de concentration. Bref, tout ça pour vous dire que de l'histoire de mon grand-père, la partie la plus forte pour moi, c'est quand il était ministre d'après-guerre, jeune ministre, jeune député, jeune ministre, parce que le peuple l'adorait. Non pas parce qu'il avait été bombardé avec des mallettes de fric, c'était l'époque où c'était encore possible d'atteindre le niveau, d'atteindre la politique, ou même encore possible d'être un général propre, c'est-à-dire quelqu'un qui est gravi les échelons, justement, par patriotisme, avec de belles énergies. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, parce que le système a été complètement verrouillé par les sociétés secrètes. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon grand-père, quand il était ministre, donc, il avait 3 portefeuilles, la culture, la jeunesse et les sports, l'information. Il a été, sous l'information, celui qui a fait passer la liberté de la presse. Et 6 mois après, il a été assassiné par l'État. C'était un complot d'État. D'accord? Et donc, j'ai dans l'histoire de ma famille une référence très nette, très claire, qui d'entrée de jeu, quand je me suis mis à penser à la situation de mon pays et à essayer de voir qu'est-ce qu'il fallait faire, que la politique, surtout pas. Parce que depuis le début, j'aurais très bien pu m'amuser à monter un parti politique, au lieu de rentrer en clandestinité, au lieu ensuite de monter un mouvement clandestin, révolutionnaire, subversif, enfin, ce que l'ennemi dit, tu aliments des résistants pour la révolution, évidemment. Je suis en pleine subversion, c'est illégal, etc., etc. C'est le seul moyen. Nous sommes pris au piège d'un jeu truqué qui est l'ensemble de ce système sociétal avec son fonctionnement judiciaire, politique, etc. Nous, les élisons, nous sommes juste autorisés à élire des marionnettes qui en même temps sont nos maîtres, les élus. Nous pensons que ce sont nos élus, mais en réalité ce sont les élus de ce monde occulte qui nous oppriment et qui nous plongent vers le chaos.
Bien. La seule chose à faire, c'est donc de s'affranchir de toutes les funestes croyances qui peuvent encore nous rester. Et ça, c'est fondamental. Je veux dire, ce qu'il faut faire, moi, je vais vous donner un plan de bataille, une ligne d'action, mais la première chose qui doit intervenir dans l'esprit de tous, c'est la capacité de s'affranchir, de se libérer une bonne fois pour toutes de ces funestes croyances attachées à cette ingénierie sociétale dans laquelle nous sommes piégés. J'entends encore des gens aujourd'hui dire que oh, la démocratie est en danger. Vous savez, c'est comme cette histoire de Villiers qui a parlé dans une commission à huis clos et que malgré ça, il a pris, soi-disant, donc pour la mise en scène, un coup derrière les étiquettes. Et là, il y en a qui disent oh, la démocratie a été émaillée ou est en danger. Il n'y a jamais eu de démocratie. Réveillez-vous. Depuis 1789, on est dans une enfumerie. Ça a été créé de toutes pièces sous forme de fausse démocratie, où la seule chose que nous ayons droit de faire, donc, est d'élire des maîtres qui, eux, sont mis en place par des financiers, puisque c'est la finance qui permet à un cheval de bataille d'un parti politique qui appartient à la haute finance, donc, de percer dans la politique. Et celui qui va s'inviter sur le jeu truqué, il va se faire éjecter, il va passer sous un camion, ou se faire envoyer sur les roses avec n'importe quel scandale financier ou autre qu'on va trouver ou qu'on va lui fabriquer. Ça n'a pas d'importance. Et la scène politique, c'est, en clair, c'est une scène politique. Voilà. Donc, un grand théâtre. Voilà. Le premier rôle, les premiers rôles, ceux qui doivent finir au second tour. Eh bien, les premiers rôles sont des agents qui ont été mis en place. Ils ont été présélectionnés par l'organisation occulte qui contrôle l'ingénierie sociétale. Ce n'est pas nous qui les élisons. Nous élisons des présélectionnés qui sont les agents du pouvoir luciférien qui veut notre perte. Ensuite, sur cette scène, nous avons tous les figurants. Nous avons des figurants qui sont là en sachant pertinemment que ce sont des figurants, qu'ils n'accéderont jamais aux plus hautes sphères de cette imposture de pouvoir politique, mais ils se contentent parfaitement de cet arrangement fait avec cette organisation occulte qui consiste à décrocher en bout de course un poste des députés ou d'avoir des représentations parlementaires qui n'apportent rien de plus. Ça ne fait pas avancer les schmumbliques, comme disait Coluche. Vous savez, d'avoir 30 représentations, et après, il en faut beaucoup plus que ça pour pouvoir influer en réalité sur le destin politique. Donc ils le savent très bien, tous autant les uns que les autres. Seulement, le moindre petit poste de député, c'est quand même un sacré pactole, d'accord? Bien. En plus, on peut cumuler les mandats, on peut cumuler les fonctions, les casquettes, etc. Bref. Donc vous avez cette partie de figurants qui est vendue comme le reste. C'est présélectionné comme les premiers rôles, en sachant qu'ils ne seront jamais premiers rôles. Et puis vous avez d'autres figurants qui sont de pauvres couillons. À la vue, ils ont beau sortir de l'ENA, avoir de grands discours, avoir de grands plans, avoir tout compris sur tel symptôme fabriqué de toutes pièces en rapport à telle problématique économique ou je ne sais quoi. Ce ne sont jamais que de pauvres couillons qui sont incapables de prendre du recul. C'est pour ça que ce sont des pauvres couillons, pas parce qu'ils ont un intellect limité, mais parce qu'ils sont incapables de bousculer leur confort psychologique pour comprendre qu'ils sont dans un jeu truqué et que ce n'est certainement pas comme ça qu'ils vont y apporter une solution. Au contraire. C'est-à-dire que cette partie de figurants à la vue si courte qui vient animer les débats politiques avec des tout petits partis ou quelquefois sans partis ne font que donner plus de corps à toute cette imposture. Donc ils participent pleinement au grand complot, même s'ils pensent être de bonne foi. Alors ce que je voulais dire, l'unique option réelle que nous ayons, c'est donc bien la révolution, une vraie révolution.
Et je crois qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire humaine. Une vraie révolution qui vienne d'êtres humains, d'une vraie rébellion humaine, portée avec des sentiments humains, pour un monde meilleur. Je ne crois pas qu'il y en ait eu dans l'histoire de l'humanité. Oui, je sais, je comprends que ça vous casse, mais moi j'essaie d'accompagner ça au contraire d'un message d'espoir, parce que ce que je vais vous lire au bout de course, c'est que on est des millions et des millions à être désespérés, à être isolés dans notre désespoir, à ne pas savoir quoi faire, à ne plus croire en rien. Et je pense que c'est ce que je disais d'ailleurs dans le rappel des partisans, qui était mon tout premier message que j'avais lancé, je crois que c'était en 2007, 2006 ou 2007, 2007, juste quand je sortais de prison, dans le cadre de l'affaire Vincent, et au moment où j'entrais en clandestinité, pour livrer la guerre au réseau pédocriminel, donc à l'institution judiciaire. Eh bien, à ce moment-là, je disais que votre isolement soit votre force. Eh bien, je le répète, je le dis toujours, que votre isolement soit votre force. Ça va vous permettre, les uns et les autres, de prendre du recul, de considérer en quoi votre personne a encore ce potentiel de restaurer sa souveraineté individuelle et de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est très bien. Je vous remercie de revenir sur cette question précise et sur cette vidéo. J'ai effectivement noté qu'il y avait, que je devais essuyer énormément d'attaques et de critiques faciles, parce que ce sont faits par des gens qui se cachent derrière des pseudos sur des forums, sur Internet, etc. Et qui critiquent vertement donc cette initiative que j'ai d'inviter le plus de mes concitoyens possible à des guerpires de la France. Premièrement, je maintiens, je persiste et signe. Vous allez comprendre puisque je vais vous répondre très précisément à la question. Mais avant de développer cela, j'aimerais que l'on relève bien la réalité du fait que les gens qui me font ces attaques-là, ce ne sont pas des résistants. Déjà pour la simple raison que la résistance vraie, c'est-à-dire pertinente dont nous avons besoin, pour le moment, elle ne s'exprime pas. Il n'y en a pas. Ça fait 10 ans que j'essaye de la mettre en place et que je ne suis pas suivi. Tous ceux qui aujourd'hui vous parlent de résistance, alors il y a plusieurs catégories à faire peut-être. C'est que nous avons déjà tous les nostalgiques, les vieux de la vieille, qui ont participé à la résistance de la Seconde Guerre mondiale, dont d'ailleurs ont fait partie mes ancêtres, mes deux grands-parents paternels et maternels. Et il y a encore des gens qui ont vécu cette période si sombre de l'histoire et qui, eux, peuvent être dans la nostalgie, parce qu'ils ont un âge canonique. Là, vous voyez tous les politiques qui arrivent derrière pour rattraper, instrumentaliser, bien sûr, la résistance historique de la Seconde Guerre mondiale, pour la politiser, pour se faire valoir en passant, et nous maintenir dans cette manipulation psychologique qui est de considérer la résistance comme quelque chose lié à de la nostalgie. C'est infiniment putride, pervers, parce que nous n'avons jamais autant eu besoin de résistance. Et nous n'avons pas de résistants alignés à l'heure actuelle. Vox clama in deserto. Pour le moment, je n'ai de retour de mes coups de gueule et de mes tentatives que l'écho de ma propre voix. Donc moi j'estime que la résistance dont nous avons besoin n'existe pas. Les catégories de résistants maintenant qui ne sont pas plongés dans le piège de la nostalgie, c'est-à-dire de la passivité, des minutes de silence, etc., qui voudraient bien que dans l'action il se passe quelque chose, qui identifient bien d'ailleurs cette imposture politique
comme étant l'ennemi, le vrai ennemi qu'il faut renverser, mais ils ne sont pas plus dans l'action de terrain que ceux qui sont plongés dans la nostalgie. Ils se bercent d'illusions, ils sont en train de se perdre, un, dans les illusions, et deux, dans l'univers de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut que je rappelle à nouveau. Parce que résister, ça n'est pas faire des commentaires depuis son blog, ça n'est pas avoir sa chaîne YouTube, ça n'est pas être actif sur son machin, là, on appelle ça un MP4 aujourd'hui, je ne sais pas, pour pouvoir communiquer avec tel réseau social ou sur tel réseau social. Tout ça nous déconnecte de la réalité de terrain, et c'est fait pour ça. L'intelligence artificielle dans laquelle nous plongeons a été, comme je disais tout à l'heure pour Internet, jetée par les maîtres immondes dans le bac à sable des enfants attardés que nous sommes, pour justement nous engluer et nous faire sortir du réel afin de nous enfermer dans le virtuel. Donc, les résistants, entre guillemets, qui la ramènent aujourd'hui pour me faire ce genre de commentaires stupides, de me dire déjà à moi ou à Janet que je suis un lâche parce qu'on s'est enfui. Bon, on a un mandat d'arrêt européen sur les dos, nous. Hein. On n'est pas... on est un petit peu sorti du virtuel, je crois. Bon. Donc on aurait quelques raisons très pertinentes, si même cela était vrai, pour s'échapper et se soustraire à une machine qui est un vrai rouleau compresseur et que rien ne peut combattre en réalité. En parlant simplement de l'appareil judiciaire. Mais de toute façon, on n'en est pas là. Ces gens-là ne savent pas ce qu'on fait dans la réalité. S'ils peuvent nous croiser quelque part, le lendemain on est ailleurs. Nous avons des projets résistants que nous suivons et que là, du coup, bien sûr, pour certains, nous ne pouvons pas, rendre public. Bon. Mais là où il est très évident que c'est de la mauvaise foi totale, c'est que face à tout ce que je viens d'expliquer à nouveau, le schéma de cauchemar, hein, le scénario de cauchemar, que j'ai été contraint, parce que pour moi aussi c'est difficile, de rappeler hein, à mes concitoyens sur ce qui est en train de se produire, et là où nous allons finir si nous ne faisons rien. Mais que voulez-vous faire d'autre que d'expliquer aux gens qu'il faut fuir, qu'il faut échapper de la France? C'est quoi cette idée de dire « Oui, je reste en France pour résister ». Résister à quoi déjà? De quoi on parle? À quoi tu prétends résister, bonhomme? Hein? Au méchant arabe qui va sortir de sa banlieue avec ses potes et ses grands frères? C'est ça dans ton image, résister, c'est ça? Certainement, hein? Parce que sinon quoi? À l'imposture politico-judiciaire, médiatico-politico-judiciaire, etc., hein, au conglomérat d'élite qui prétendent nous administrer et qui utilisent la terreur d'inquisition judiciaire contre nous? Ah, c'est déjà plus intéressant. Et comment tu y résistes? Depuis chez toi, avec ton nom sur la boîte à lettres, ton numéro de téléphone, ton adresse, ton site internet relié à ton numéro de téléphone et ton adresse, etc. D'accord? Là, tu es obligé de t'auto-censurer si tu n'es pas en prison. Parce que si tu ne t'auto-censures pas et que rien qu'au stade de la guerre de communication, qui je le rappelle n'est pas une guerre en soi, si tu dis vraiment ce qui doit être dit, Coco, demain tu es en prison. De quoi nous parlons? Voilà. Alors, la résistance, c'est un état d'esprit, déjà, pour commencer, qui s'adapte à la situation personnelle de chaque personne qui veut profondément résister. Il y a des gens qui ne peuvent pas résister dans l'immédiat depuis la France, parce que leur situation fait que s'ils restent en France, un jour, le lendemain, ils sont arrêtés. Parce que la France aujourd'hui, pour les personnes qui sont recherchées, n'est vraiment pas un pays recommandable. C'est très dangereux, et moi je peux vous en parler, je sais de quoi je parle. Ce qui nous est arrivé en 2012 par exemple, nous sommes tombés dans un piège, parce qu'il est possible de nous tendre ce genre de piège quand on a le point faible d'avoir un mandat d'arrêt en France. Ok? Et c'est un miracle qu'on s'en soit sorti. Mais ne revenons pas là-dessus. La résistance, qui est donc un état d'esprit, plus qu'autre chose, correspond à une réalité.
si on prétend être résistant en n'ayant strictement rien compris à la configuration dans laquelle on est, eh bien on ferme sa grande gueule. La configuration dans laquelle nous sommes est celle que je viens de décrire. Point barre. Résister face à ça, ben les gars, faut qu'on s'organise. Et c'est ce que je vous propose depuis 10 ans maintenant. Et c'est pour ça que j'espère que maintenant, avec l'événement du Macron qui nous a été bombardé à la tête de la nation, il y aura un petit peu plus de monde qui va se réveiller et comprendre la nécessité du ralliement des résistants pour la révolution. Parce que quand j'ai créé ce mouvement, je n'ai laissé aucun mot au hasard dans la constitution de l'appellation de ce mouvement. Il est question de rallier des résistants pour la révolution. Et ces résistants, pour le moment, je crois qu'ils ne sont pas encore nés. Non, non, c'est pas si virtuel que ça. Parce que là, le type de plan de bataille que je propose, il est accessible à n'importe qui est sur le sol national. Certes, on va prendre le risque, comme je disais, de partir en garde à vue, de se faire arrêter, d'être poursuivi en justice pour atteinte à la sûreté de l'État et je ne sais quoi, mais voilà, la résistance sans risque, ça n'existe pas. Le camp, là, concret, les gens ont besoin d'un camp, vous savez, d'un camp fort. Ils disent que s'il n'y a pas un camp fort, s'il n'y a pas de grosses sommes d'argent derrière, on ne peut pas résister, on ne peut rien faire. C'est absolument faux. La résistance, c'est une idéologie. Une idéologie, ça naît dans le fond de son cœur. C'est là encore quelque chose d'intime et de personnel. Quand je dis que je ne crois pas qu'il y ait des résistants qui soient nés à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que je dis qu'il n'y a pas d'êtres humains capables d'être résistants, qui ont été conçus et qui sont nés à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'êtres humains qui ont eu cette maturation de comprendre ce que c'est que d'être résistant et de l'être. Quelqu'un va voir cette vidéo aujourd'hui sans avoir été résistant jusqu'ici, et quand il aura éteint son poste, son ordinateur, il aura le déclic, et le lendemain, il rentrera en résistance. Et c'est ce que j'essaye de générer. Donc le camp fort, le camp des puissants, où il y a de l'argent, où il y a des moyens, etc., oubliez-le. La seule force, la seule puissance, le seul vrai camp, c'est notre temple intérieur. Je le répète, chacun d'entre nous pouvons, par le biais du plan de bataille, sur le simple thème de la communication, nous pouvons provoquer des dégâts considérables à l'ennemi, en s'exposant, certes, mais à tout bien considérer entre le risque réel que l'on va prendre et les dégâts que l'on peut occasionner à l'ennemi, simplement en faisant en sorte que le putsch, par exemple, soit un flop, sont considérables et ça vaut bien le coup de rentrer en résistance. Maintenant, le schéma de résistance qu'on a de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il correspond à une configuration qui n'est pas celle d'aujourd'hui, même si on peut faire de nombreux parallèles, notamment au niveau du collaboralisme. Dans le sens où nous n'avons pas, pour le moment, de frange de la collectivité qui ait dû prendre le maquis pour affronter le pouvoir en place. Et ça n'est hélas pas quelque chose qui se produira, puisque quand les guérillas exploseront, ce sera la guerre civile. Ce que j'essaye de faire, justement, c'est que l'ensemble des collectivités prises au piège de l'ingénierie sociétale à la française se retourne contre cet unique ennemi commun que nous ayons tous, représenté par ces élites pourries, hein, qui prétendent nous administrer et qui représentent le pouvoir occulte planétaire. Voilà. Dire que après ça va rentrer dans le cadre d'une guérilla, j'espère que non, puisque si on arrive à renverser Macron, on va installer une certaine forme d'établissement de droit. Oui. Bien, je reviens à cette question. Il y a des personnes que j'invite à fuir plus que jamais la France. Tout simplement, déjà, les pères de famille, les mères de famille.
Rappelons que pour les mères de famille qui sont victimes de la terreur judiciaire que nous combattons, Diane et moi, depuis des années, qui était le déclencheur pour nous de notre rentrée en résistance, rappelons que pour ces mères-là, opprimées, qui essayent de sauver un enfant qui est pris au piège des réseaux pédocriminels, il n'y a pas d'autre option que de tenter le coup, de fuir, de s'éloigner le plus possible de la France et de l'appareil judiciaire. C'était un rappel, bien sûr. Maintenant, ce qui concerne la configuration explosive de la guerre civile de religion qui est sur le point d'exploser, je tiens exactement le même discours qu'en 2015, en m'étonnant qu'il y ait encore des gens pour me poser cette question. Et évidemment, vous prenez les enfants par la main et vous vous barrez. Parce que vous, de quelle façon vous allez résister? À vous, pères et mères de famille, je ne vous demande pas d'exposer vos enfants en restant en France et en allant faire du mailing, pour moi, c'est-à-dire distribuer des courriers et faire de la com, et risquer de vous retrouver en garde à vue. Ça ne peut concerner que des célibataires, voire des jeunes célibataires qui n'ont pas grand-chose à perdre, qui ont de l'énergie et qui surtout n'ont pas ces responsabilités énormes qui correspondent à celles d'avoir des enfants. Parce qu'il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Avoir des enfants, c'est pas ce que vous racontent les gens qui sont à la tête de l'État. C'est une responsabilité énorme et écrasante sur laquelle tout doit être centré. Bien. Donc, ces pères de famille, mères de famille, ces enfants, ces familles doivent quitter la France. Parce que la France, demain, ça sera un pays à feu et à sang. D'accord? En ce qui concerne la participation citoyenne résistante que je demande, celle-là, je le répète, concerne une minorité de personnes dans une minorité. Et déjà, il faut avoir un profil qui est celui de ne pas avoir d'enfants à exposer.